Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Laurent de vous faire une petite vidéo sur la position qu'il faut connaître en finale de tour, la position de Philidor. C'est une des positions basiques. On a déjà fait une vidéo sur sa cousine, la position de Lucena, et donc la position de Philidor, c'est vraiment une position extrêmement importante et qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Donc voilà, je laisse Laurent maintenant vous expliquer cette position comme il se doit. Merci de me donner la parole. donc, comme dans la vidéo précédente, quand vous avez présenté sur la position de Lucena, on est en présence d'un avantage de une tour et un pion face à une tour, mais cette fois-ci, on ne va pas chercher à gagner, on va chercher à se défendre. Donc dans la position de Lucena, les choses étaient beaucoup plus avancées, le pion arrivait sur la 7e rangée et on cherchait à le promouvoir. Ici, on va se mettre du côté du défenseur, du côté de celui qui n'a plus de pion, et on va se demander comment faire nul. Comment finalement ne pas permettre aux blancs de se diriger vers leur position de gain. Alors, il faut bien comprendre que les deux seuls moyens qu'on a pour lutter face à cette promotion, c'est d'une part notre roi qu'on va essayer traditionnellement de mettre face au pion pour le stopper physiquement, on va dire, et d'autre part notre tour qui va faire un travail défensif lié à une sorte de harcèlement par l'échec. On va faire tout le temps échec jusqu'à ce que notre adversaire soit saoulé par nos échecs et nous tende la main pour faire nul. Donc ici, malheureusement, avec les noirs, on ne peut pas commencer cette série d'échecs parce que le roi blanc réussirait à se cacher. Notamment, après tour F1 échec, on voit le coup roi E6. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre des mesures pour que le roi blanc n'ait plus d'abri sûr et ensuite pouvoir faire notre stratégie de harcèlement. Donc pour ça, le coup extrêmement important, Romu, c'est cette tour sur la 6e rangée. C'est le coup de tour B6. Oui, en faisant tour B6, les noirs empêchent le roi blanc d'aller sur la case F6 notamment. Donc on fait une sorte de barrière. Et on voit que donc, les blancs ont bien du mal à progresser, puisque sans avancer le roi sur la 6e rangée, il n'y aurait aucune idée de gain. Donc la seule tentative, c'est d'avancer le pion. Donc c'est exactement ce que tu as décrit tout à l'heure. Et donc en avançant le pion, il menace roi F6, et donc utiliser le pion E6 comme un bouclier, disons, et essayer de faire des menaces de mat contre le roi noir. Mais l'inconvénient majeur du coup E6, c'est que le roi ne va pas pouvoir s'abriter devant son pion maintenant, et donc on passe par derrière en jouant le coup tour B1. Donc on retourne, on fait un petit aller-retour. Voilà, mais la différence, c'est qu'on a forcé le pion blanc à s'avancer, et maintenant, avec les noirs, il suffit de bombarder le roi blanc d'échecs, et on voit que ce roi ne pourra pas s'abriter devant son pion, puisque le pion est allé un peu trop loin. Voilà, on peut essayer d'illustrer, par exemple, si roi F6, tour F1 échec, donc cette fois-ci, il n'y a pas de roi E6, comme tu l'as dit, et après quelques échecs, alors bien entendu, si les blancs décidaient de s'approcher de notre tour, ils auraient le problème d'abandonner le pion à son triste sort. De toute façon, le roi blanc n'a rien à faire là, et le pion serait perdu de toute façon. Donc, une fois qu'on a joué tour B6, on va attendre jusqu'à ce que notre adversaire pousse sur E6. On va simplement attendre sur la 6e rangée avec notre tour, jusqu'à ce que l'adversaire craque, entre guillemets, on ait assez d'attendre et joue E6, et après on retourne par derrière. Ok, donc ça je pense que c'est clair, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin pour cette base, on va dire, de la nulle de Philidor. Et Romu, on peut proposer aux gens qui nous écoutent une autre technique de Philidor. Oui, donc en fait on pourrait se poser la question, on a dit, bon là c'est facile, Philidor, on met la tour sur la 6e, on attend que l'adversaire avance le pion, et une fois qu'il avance le pion, on passe par derrière, on fait échec. La question que l'on peut se poser, c'est si on ne peut pas mettre la tour sur la 6e rangée, comment fait-on nul? Ou est-ce que c'est nul, et si oui, comment? Donc là, en fait, on voit que c'est la même position que tout à l'heure,
sauf que les blancs ont joué le coup roi F6, qui est le bon coup d'ailleurs, c'est le coup qui représente la meilleure chance de gain pour les blancs. Malgré ce coup, la position est nulle, mais si vous avez les blancs dans cette position, c'est le coup qu'il faut essayer pour tester les connaissances de votre adversaire dans les finales. Donc là, l'idée, c'est que si les noirs jouent, bien sûr, tour B6 échec, évidemment, les blancs vont jouer E6, et on voit qu'on a un petit problème, c'est que les blancs menacent mat en A8. Donc le seul coup qui éviterait cela, c'est tour B8, mais c'est le genre de défense passive qui ne fonctionne pas. Après le coup tour H7, on passe de l'autre côté et on remenace mat, et la partie est terminée, puisque ce roi D8, on ferait tout simplement tour H8, et le pion on échangerait les tours et on irait à dame. Ouais. J'illustre ça. Cette défense passive, de toute façon, on peut la déconseiller aux gens qui nous écoutent, sauf si le pion passé de notre adversaire est un pion sur l'une des colonnes cavaliers, la colonne G ou la colonne B, ou sur une colonne tour. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel au sens propre du terme que la défense passive fonctionne dans ce genre de position. Donc on comprend bien que dans notre premier exemple, lorsqu'on jouait tour B6, on interdisait l'accès à la sixième rangée au roi, alors que lorsqu'il y est déjà, on ne peut donc plus dire je mets ma tour sur la sixième et c'est facile. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir tenter d'autre? Alors, on pourrait regarder l'échec en F1. On pourrait se dire, ok, on pose une question au roi et on voit ce qu'il fait. Bon, bien évidemment, il va aller en E6 et il menace mat. Donc il faut prendre une décision avec le roi. On va dire roi F8. On part sur le petit côté, ouais. Le roi toujours sur le petit côté, mais ça on le verra même encore dans une autre variante plus tard. Tour A8 échec pour éloigner ce roi. Roi G7 obligatoire. Roi E7. Et on voit que on se dirige lentement mais sûrement vers la position de Lucena que l'on a étudiée dans une vidéo précédente, à savoir le roi accompagne son pion tout en s'abritant de ce pion. C'est-à-dire que le roi va se diriger vers la case 8 et le pion sur la case 7. Donc les noirs peuvent essayer d'embêter les blancs en faisant tour B1 avec l'idée de faire des échecs latéraux. Mais cette technique de défense basée sur ces échecs latéraux ne fonctionne que si la tour est suffisamment éloignée du roi adverse, et là ce n'est pas le cas. Comme on va le voir dans la variante, les blancs peuvent jouer E6, tour B7 échec, roi D6, on sort le roi et on libère le passage du pion, tour B6 échec, roi D7, et sur tour B7 on fait roi C6. Et le problème, on le voit, c'est que justement la tour noire était trop près du roi blanc, et le roi blanc vient attaquer la tour et gagne un temps très précieux, et là la position est complètement gagnante. Alors, on ne peut pas dire je vais retourner en arrière et faire de nouveaux échecs, parce que cette fois-ci, le pion qui va être soutenu par la tour n'a plus besoin de la présence du roi, et donc quand on aura fait suffisamment d'échecs pour que le roi blanc ait pu se rapprocher de nous, eh bien, il n'y aura simplement plus d'espoir. Ok, donc finalement, la défense passive ne marche pas, la défense avec tour B6 rate sa cible, et tour F1 échec, le harcèlement ne marche pas. Est-ce qu'on abandonne? Alors pas tout de suite, on va tenter une défense, et la défense consiste à jouer le coup tour E1. Alors c'est un coup qui a l'air un peu énigmatique au départ, et en fait pour s'en souvenir, l'idée c'est de mettre la tour derrière le pion. On va voir que c'est très important. On sait que les blancs en fait veulent obtenir la position de Lucena. On l'a vu dans la variante juste précédente quand on a tenté tour F1 échec au premier coup. Et donc le fait de mettre la tour derrière le pion va ralentir justement l'avancée de ce pion, et par conséquent rendre la position de Lucena inatteignable. Donc sur tour E1, si les blancs jouent E6, alors on voit qu'on retombe dans un cas de figure que l'on a déjà vu, et maintenant on peut bombarder le roi blanc d'échec, et le roi ne peut pas s'abriter devant son pion, et c'est nul assez facile. Ouais, donc ce qui est beaucoup plus logique, c'est que le roi blanc se cache sous le parapluie, on va dire, et se mette en E6, exactement comme on l'a vu finalement dans la variante avec tour F1 échec. Donc notre roi part sur le petit côté, et ça c'est important.
Pourquoi ? Parce que on veut réserver le grand côté pour notre tour, ce qu'on appelle le petit côté. C'est donc si vous voulez, l'échiquier est coupé en deux par la colonne, par le pion ici. Donc il y a un petit côté qui fait 3 rangées ici et un grand côté qui fait 4 colonnes de l'autre côté. Je dis rangées au lieu de colonnes, pardon. Donc on va traditionnellement amener notre roi sur le petit côté et réserver le grand côté pour notre tour afin qu'elle ait plus d'espace pour pouvoir harceler le roi de l'adversaire, pour pouvoir lui faire beaucoup d'échecs. On va le voir un petit peu après. Donc le roi sur le petit côté, et après tour à 8 échecs, roi G7. Tout à l'heure, dans la même position Romu, lorsqu'on a vu ça, la tour, quand elle était sur F1, ne gênait pas les blancs, et donc permettait aux blancs d'avancer sur la 7e rangée avec leur roi, et de libérer le passage pour leur pion. Mais on voit qu'ici, la tour fait une action qui limite énormément les possibilités du roi blanc. Oui, c'est ça. Le pion a du mal à avancer puisque le roi doit rester à sa défense. Donc là, il y a 2 coups qui viennent à l'esprit. Alors, le premier, le plus logique, c'est roi D6. On va commencer par ça, peut-être. On va commencer par ça. Donc là, on menace le 6. On menace d'avancer ce pion. Donc, pour essayer de se rapprocher, encore une fois, de la position de Lucena. Et donc là, les noirs ont le coup roi F7 à leur disposition qui, justement, empêche l'avancée du pion. On voit que grâce à l'action conjuguée de la tour en E1 et du roi en F7, les blancs n'arrivent pas à avancer ce pion. Et sans avancer le pion, forcément, ils ne peuvent pas gagner la partie. Tout à fait. Donc, bouger le roi, ça signifierait abandonner le pion. Le pion ne peut pas avancer. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Seulement un échec de la tour. Mais là, on revient au point de départ, finalement. On rejoue notre roi face au pion de l'adversaire pour le stopper physiquement, on va dire. Et cette petite danse peut continuer longtemps, finalement. C'est-à-dire que E6 n'est toujours pas possible à cause du harcèlement par l'arrière. Et en cas de roi E6, on recommence. Notre roi sur le petit côté. Et après tour à 8 échecs, roi G7. Voilà, on ne vous fait pas un dessin, on est revenu exactement au même point. Oui. Ok. Et donc, l'autre tentative, un peu acrobatique de la part des blancs, c'est au lieu de jouer roi D6 dans cette position, essayer le coup tour E8. Alors, c'est un coup qui, en apparence, a l'air un peu bizarre, mais qui a quand même une idée concrète. C'est de préparer le coup roi D7 afin que le pion soit protégé et puisse plus tard avancer. Mais on voit bien que le placement de la tour est un peu maladroit et les noirs vont justement utiliser ce placement maladroit pour jouer le coup tour à 1. Donc c'est une ressource extrêmement importante, on a un peu parlé tout à l'heure, lorsqu'on a dit que le roi devait aller sur le petit côté pour laisser le grand côté à la tour. La tour, c'est une pièce qui est à longue portée, donc malgré son éloignement, elle peut quand même attaquer le roi blanc. Et donc en se mettant le plus loin possible, donc à savoir sur la colonne A, elle va pouvoir bombarder le roi d'échecs et en même temps éviter de se faire attaquer trop facilement par le roi. Donc après tour A1, on menace tout simplement tour A6, tour A6, tour A7 et faire pas mal d'échecs. Donc là, je ne sais pas ce qu'on peut tenter. Est-ce qu'on pourrait tenter on veut enlever le roi peut-être en roi D6. Alors là, on fait tour A6 échec. Roi C7. Donc, de toute façon, si le roi blanc reste à proximité du pion, il se fait harceler par la tour. Donc, il est bien obligé de tenter quelque chose en s'approchant de la tour. Mais maintenant, on aurait au minimum, il y a probablement d'autres coups pour faire nul, mais au minimum roi F7, on vient déranger la tour blanche et ensuite on va pouvoir s'en prendre tranquillement, entre guillemets, au pion blanc qui va manquer de défense. Ouais. Et bien évidemment, donc, lorsqu'on joue tour A1, c'est en fait le seul moment où la tour noire quitte sa position derrière le pion adverse, c'est lorsque la tour blanche vient sur la case E8. Pourquoi ? Pour faire des échecs latéraux, parce que la tour blanche n'est pas capable de parer les échecs. Si par exemple ici dans cette position les blancs jouent un coup comme tour D8, avec l'idée de faire sur tour A6 échec tour D6, bien évidemment on ne ferait pas tour A6, mais maintenant on reviendrait derrière le pion en jouant le coup tour E1
et on demande au blanc comment tu avances. Voilà, il est très probable que vous allez répéter la position plusieurs fois. Voilà, je pense que c'est... Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc ce qui est clair, c'est que lorsqu'on peut mettre notre tour sur la 6e et couper le roi blanc, on le fait et c'est la version la plus basique, on va dire, de cette défense. Lorsque les noirs sont dans l'incapacité de mettre leur tour sur la 6e rangée ou que le roi blanc se trouve déjà sur la 6e rangée, alors il faut choisir la défense par l'arrière, comme on vient de vous l'expliquer, en mettant la pression sur le pion pour rendre plus difficile la tâche des blancs au niveau de l'avancée de leur pion. Alors Romu, on a préparé un dernier exemple pratique, on va dire, qui est assez célèbre entre deux top grands maîtres, entre les grands maîtres Dreyev et Beliavsky, si j'arrive à le dire. Oui, donc c'est une partie de très haut niveau. Je veux le championnat du RSS en 1989. Donc on voit que Beliavsky, avec les noirs, a une position avantageuse. Il a un pion de plus, et en fait il est gagnant dans cette position. Mais malgré ça, Dreyev tente sa dernière chance et essaye d'embrouiller un peu Beliavsky dans la réalisation technique et joue le coup très malin H4. Donc c'est un coup qui laisse le choix au noir. Ouais, on voit que l'adversaire de Beliavsky essaie de profiter du clouage et pourquoi pas de provoquer certains échanges. Moins il y a de pions sur l'échiquier, plus on a de chances de se défendre. Ouais. Donc, dans la partie, Beliavsky s'est trompé et a joué un très mauvais coup avec tour prend H4. Donc, la position restait gagnante pour les noirs si ils avaient joué le coup tour géant échec. Après roi D2, on va dire. Ouais. Là, il fallait jouer tour G2 échec suivi de G4. Et en fait, il y a eu des analyses et cette position est gagnante. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez... Hop, je vais juste montrer parce que j'ai appuyé là où il fallait pas appuyer, désolé. Donc tour G2 échec pour remettre la tour sur la deuxième rangée pour couper le roi blanc. Et maintenant le coup G4 qui effectivement a été analysé un petit peu partout dans les bons livres. Et c'est pas sorcier, les noirs réussissent à gagner. On va pas entrer dans les détails. Pourquoi on a sélectionné cette partie? Justement parce que Beliavsky s'est trompé. Il a pris de la tour comme tu l'as dit. Et il a estimé qu'il allait gagner la partie, probablement. Parce qu'après tour prend G5, comme les blancs menacent d'entrer dans la nulle de Philidor avec tour G3, il s'est dit, pas de souci, j'ai le temps de faire roi C3 et d'entrer dans une configuration qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié la défense par l'arrière que l'on a vu juste avant. Et bien sûr, la tour ne peut pas aller sur la troisième rangée, mais elle peut aller derrière le pion en jouant le coup tour D5. Et cette position, c'est exactement la même chose que ce que l'on a vu tout à l'heure. Et les noirs ne peuvent pas gagner. Donc il a tenté quand même. Comme on a déjà dit, en cas de D3, on va pouvoir harceler le roi adverse par des échecs. Évidemment, on se met le plus loin possible pour ne pas se faire embêter. Et il n'y a pas de couverture possible pour ce roi. Pour les petits malins, pour les grands malins, qui se disent tiens, je pourrais peut-être essayer d'utiliser cette technique qu'on a vue dans d'autres vidéos de couvrir avec la tour. On va vous renvoyer vers une autre vidéo dans laquelle on vous explique comment juger au premier coup d'œil si la position roi pion contre roi est gagnante ou nulle. Et quand vous réviserez avec cette vidéo, vous verrez que cette position-là est nulle. Donc il suffit pas d'être un petit malin, on va dire. Et dans la partie, ce qu'a fait Beliavsky, c'est qu'il a fait échec en H1, voilà, quelques échecs, le coup roi D3, et maintenant, vous connaissez ça par cœur, le roi part sur le petit côté, voilà, tour E1, il a décidé de jouer tour D8 pour éloigner un petit peu sa tour du roi, pour pas se la faire attaquer, je pense, et dès que la tour noire s'en va, eh bien, on va améliorer notre position au maximum. Ici, la nouvelle possibilité qui s'offre à nous, c'est de ramener le roi face au pion pour essayer de le stopper physiquement. Et lorsque les noirs menacent d'avancer le pion, grâce à ce positionnement préférentiel de notre tour, on va pouvoir stopper l'avancée avec nos deux pièces restantes, avec le roi et la tour. Et donc là, Beliavsky, très probablement déçu de ce qu'il avait fait dans la finale, a proposé nul, qui évidemment a été accepté. Merci Laurent pour ces explications très claires. Donc
N'hésitez pas à voir et revoir et revoir si nécessaire ces exemples-là, parce que c'est vraiment la base. Ce sont des positions qu'il faut connaître par cœur et maîtriser parfaitement, parce qu'il faut avoir conscience que ce sont des fins de partie qui donc arrivent après peut-être 40, 50, 60 coups. Il y a la fatigue, parfois vous n'avez pas beaucoup de temps à la pendule. Donc plus on sait de choses dans ce genre de situation, moins on doit calculer et réfléchir, ce qui évite grandement les erreurs. Donc n'hésitez pas à revoir ça de temps en temps. Si vous avez des questions, bien évidemment, on est à votre disposition. Donc écrivez-nous dans les commentaires vos questions ou par mail. C'est avec plaisir qu'on vous répondra et qu'on vous éclairera. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À bientôt.